Bonjour, bienvenue à tous sur le plateau de Media Lab. Aujourd'hui, mercredi 8 février, est un jour particulier. Un colloque est organisé à la faculté de droit de l'Université catholique par les étudiants du Master 2 Droit de la responsabilité médicale. Nous avons l'immense honneur de recevoir pour cette occasion M. Bernard Kouchner et M. Didier Roland-Tabuteau qui ont accepté de venir répondre à nos questions sur le plateau. L'objet du colloque porte sur les 15 ans de la loi du 4 mars 2002, également appelée dans la pratique loi Kouchner, qui a révolutionné la pratique du droit médical. Cette loi a consacré de manière inédite les droits des patients tels que nous les connaissons aujourd'hui, tout en proposant un système d'indemnisation aux victimes des accidents médicaux par un organisme relevant de la solidarité nationale, l'ONIAM, et enfin, elle a également instauré une procédure amiable afin de déjudiciariser le contentieux médical. Monsieur Kouchner, Monsieur Tabuteau, vous avez été les architectes, les créateurs de la loi du 4 mars 2002, loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Monsieur Kouchner, vous étiez à cette époque ministre de la Santé, à l'initiative de la loi. Et Monsieur Tabuteau, vous étiez directeur de cabinet à ce moment-là. Vous avez donc été chargé de préparer le texte de loi sur les droits des malades. Pour commencer, je m'adresse donc à vous, Monsieur Tabuteau. Pouvez-vous nous illustrer en quelques mots le contexte qui a précédé la rédaction de la loi du 4 mars 2002 ? Oui, c'était un contexte qu'on a un petit peu oublié, mais qui traduisait une crise de confiance dans le système de santé. Il y avait eu le drame du sang contaminé, il y avait une montée des associations qui avaient été très actives pour mener la lutte contre le sida d'une manière générale, pour construire la lutte contre les myopathies avec l'AFM, et puis d'autres associations montaient. Donc il y avait un bouillonnement intellectuel et une volonté de reconstruire, de remettre en place la relation de confiance qui s'était profondément fissurée avec ces événements. Et donc la loi du 4 mars, qui est l'aboutissement des états généraux de la santé menés par Bernard Kouchner en 98 et 99, c'est un petit peu la réponse globale à cette crise du système de santé. Rappelons également à nos auditeurs, Monsieur Kouchner, que vous avez entamé votre carrière en tant que médecin. Est-ce que, peut-on dire, de votre point de vue de praticien, qu'il y avait un besoin au sein de la pratique médicale poussant à la rédaction de cette loi? Pas de la pratique médicale, justement, mais du sentiment de ce qu'on appelait les patients. Et les patients, ça n'est pas un bon mot, parce que côté passivité qui n'est pas juste. Oui, les malades n'avaient pas leur place. On se préoccupait peu de ce qu'ils pensaient. C'était aux médecins, très traditionnellement en France, depuis des dizaines d'années, de mener la barque de la relation médecin-malade et surtout de ce qu'on appelait, ou pas assez d'ailleurs, la santé publique. Et nous avons senti, pour les raisons que Didier vient de rappeler, parce qu'il y avait des associations. Avant, les associations, c'était pour les médecins quelque chose de très péjoratif. Comment on luttait contre eux? Non, on essayait ensemble d'établir une autre relation et qui, avec le monde moderne, son information, maintenant avec Internet, etc., il n'était pas possible de le laisser dans l'ombre. Donc nous avons voulu donner à cette personne malade d'abord un droit de regard et puis un droit de participer à tout ce qui est nécessaire pour les traitements. Donc maintenant, ce serait inimaginable de ne pas s'adresser aux malades ou aux associations de malades. Mettre les associations de malades dans la direction des hôpitaux comme représentants des usagers de la médecine, c'était impossible à ce moment-là. Et nous avons voulu qu'ils soient concernés par ce qui leur appartenait, leur corps d'abord, et puis la pensée, le devenir, tout ce qui allait leur arriver. Et que ce soit un dialogue, ce n'était pas contre les médecins, contre le corps médical que l'on essayait de légiférer, mais parce que, pour qu'il y ait une relation de confiance, il faut être deux, pas seulement un seul. Et justement, la loi du 4 mars 2002 a consacré les droits du patient. La question qu'on se pose également, Monsieur le ministre, c'est pourquoi ne pas avoir envisagé les devoirs du malade? Les devoirs du malade, c'est de ne pas être malade. C'est assez théorique. Il se trouve que la maladie frappe, même quand on ne le veut pas. Et donc il y a une catégorie de gens qu'il ne faut pas séparer du reste, parce que la santé publique, c'est de s'intéresser à la santé en général, à la prévention, à l'information. Et si on peut essayer de ne pas fumer, c'est mieux, mais ce n'est pas si simple. Et donc les devoirs du malade, c'est quoi? C'est d'avoir une relation de confiance si son médecin l'y autorise. Les devoirs du malade, c'est de ne pas contrecarrer, mais c'est ce qu'il veut. C'est son corps et sa maladie.
c'est pas celle du médecin. C'est aussi avec le médecin, c'est en parlant avec lui, bien sûr. Mais il n'y a pas de devoir particulier. Si on veut refuser les soins, on a le droit. Si on refuse l'acharnement thérapeutique, on a le droit. Il faut d'ailleurs qu'il y ait une personne de confiance qui soit chargée de dire, quand des périodes de coma existent, enfin la fin de vie, etc., ce qu'on souhaitait. Mais encore une fois, je vous donne un exemple très simple. On souffrait. La France souffrait. Et on ne pouvait pas se procurer, parce que c'est le médecin qui les prescrivait, il y avait des carnets à souche, il y avait tout un fardeau administratif qui faisait qu'on n'avait pas le droit de soulager la douleur. Et le médecin ne le souhaitait pas. Et on disait que la morphine, ça fait du mal. Ça fait des toxicomanes. Ce qui est complètement faux, le monde entier. Enfin, ça arrive une fois de temps en temps, mais c'est statistiquement pas représentatif et le monde entier l'utilise. Eh bien, c'était aux médecins de décider si on souffrait plus ou si on continuait de souffrir. Il fallait quand même que le patient soit concerné. Monsieur Tabuteau, selon vous, les objectifs de la loi de 2002 sont-ils atteints 15 ans après sa rédaction? Selon vous, y aurait-il encore des choses à améliorer, non seulement vis-à-vis des patients, mais également vis-à-vis des professionnels du monde de la santé? Vous savez, le premier objectif d'une loi, c'est d'être appliqué, et cet objectif n'est jamais complètement atteint. Donc je crois qu'il faut bien mesurer, mais je crois qu'il faut apprécier les différentes composantes de la loi. La loi de 2002... La loi Kouchner, c'était les droits individuels, l'accès au dossier médical, le respect de la dignité, la non-discrimination. On sait bien que ce n'est pas complètement respecté, on sait que ça va mieux, un petit peu mieux, et que c'est un effort permanent, que c'est en permanence qu'il faut former les professionnels, c'est en permanence qu'il faut que les associations de patients se forment, accompagnent les personnes, et ça, ce sera un processus continu, ce sera un processus permanent, on ne peut pas en sortir parce qu'à chaque fois, il faut remettre sur le métier. Sur les droits collectifs, il y a également eu des progrès de fait, c'est-à-dire les droits collectifs, c'est-à-dire la présence des associations. Elles se sont structurées, elles ont été mieux reconnues, ça reste encore inégal d'une institution à l'autre, d'une région à l'autre, dans les conférences régionales de la santé et de l'autonomie. Et je crois que l'institutionnalisation, la capacité de donner des financements publics à ces associations pour qu'ils se forment et pour qu'ils travaillent, est également en voie d'amélioration, même s'il a encore eu du travail à faire. Le troisième volet, c'est la qualité du système de santé. Là, c'est évidemment quelque chose qui est en permanence également à remettre sur le métier. C'est la compétence des professionnels, c'est la capacité d'accéder aux traitements, tous, quand on en a besoin. Et ça, on le sait bien, c'est un des enjeux majeurs du système de santé. Il est à parfaire en permanence. Et le dernier volet, c'est les droits sociaux. Et les droits sociaux, également, il y a eu des avancées. Il y a eu la couverture maladie universelle, la CMU, qui a été attachée à la loi de 2002. La loi de 99 qui crée la CMU et la loi de 2002 sur le droit des malades, c'est les deux facettes d'un même ensemble. Il y a aujourd'hui la protection universelle maladie et les nouvelles avancées de la loi du 26 janvier 2016. Donc la construction se poursuit, mais les droits sociaux sont sans doute pour les 20 ans qui viennent très profondément menacés parce qu'il y a des tensions sur les comptes de la santé, mais il y a également des volontés de redéfinir la place de l'assurance maladie obligatoire, l'évolution des assurances complémentaires. Donc autour des droits sociaux de la santé, la capacité de tous d'accéder aux soins, il y a un enjeu majeur pour les années qui viennent. Pour conclure, Monsieur le Ministre, face au développement de la santé numérique, pensez-vous que cette loi soit adaptée à la protection des droits du patient? Ça me fait tout drôle que vous m'appeliez Monsieur le Ministre. Vous savez, il n'y a qu'en France qu'on reste ministre à vie. Enfin bon. Reprenez votre question. Face au développement de la santé numérique, pensez-vous que cette loi soit adaptée à la protection des droits du patient? D'abord, je ne sais pas ce que deviendront les droits du patient avec cette transformation majeure qui se prépare, qui n'est pas encore complète, étendue sur tout le territoire du monde même. Mais enfin, c'est à la fois un danger et une chance. Je pense que, en gros, en dehors des inventions particulières, en dehors de la génomique, c'est-à-dire d'une médecine prédictive, etc., ce sera surtout à la disposition du médecin, j'insiste, à la disposition du médecin, au profit de la personne malade, un recueil de données, de millions de données, qui pourra indiquer les bonnes directions du diagnostic, surtout du traitement et de sa suite. Je pense que ce sera une profonde modification du métier médical, sûrement, mais si les médecins, et je l'espère, prennent ce développement, ce progrès, cette nouvelle donne mondiale en charge, à leur profit, alors ce sera formidable.
on ne peut pas imaginer que dans 20 ans, le médecin généraliste soit le même. Bon, on ne peut pas imaginer que les spécialistes soient les mêmes. Et tout ça, ce sera au bénéfice, je l'espère, de la personne malade. Maintenant, il y a aussi le coût. On ne parle pas du coût de la santé, mais on a tort, parce que ça conditionne, en particulier pour l'accès des plus pauvres de la Terre, à un système de santé, pas le système beaucoup plus perfectionné que nous connaissons dans nos pays. Je crois qu'il faudra en parler, et développement de cette médecine connectée, il faudra développer aussi une espèce d'assurance maladie mondiale. C'est un gros chantier qui prendra des années et des années, mais il ne serait pas supportable de ne pas s'y attacher. Parce qu'en réalité, ce qui différencie, même dans nos pays, l'approche du système de soins, l'accès au système de soins, c'est la différence entre les pauvres et les riches. Et ça demeure cela. Un grand merci, Monsieur Kouchner et Monsieur Chapiteau, d'avoir accepté de participer à notre colloque et d'être intervenu à notre colloque. On attend les nouvelles invitations, vous pouvez y aller. Il y en aura sûrement. Merci beaucoup de l'intérêt que vous avez porté à l'émission. Pour les intéressés, le colloque sera retranscrit dans un livre. À très bientôt.